À tous, je suis très heureuse de vous accueillir à cette deuxième table ronde de la... Je voudrais remercier le CHU de Nîmes qui nous accueille. Ça coupe. Et puis remercier bien sûr la SFR et le Nîmes. Donc je me présente d'abord, égoïstement, je m'appelle Laure Fournier, je suis professeure de radiologie à Paris à l'hôpital Georges Pompidou et je travaille dans mon laboratoire sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Et je m'occupe aussi en partie avec Loïc qui se présentera tout à l'heure de la formation des internes en intelligence artificielle. Alors, on va parler aujourd'hui de, évidemment, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle en radiologie, mythe et réalité. Donc, on va essayer de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'est vrai que l'intelligence artificielle a un peu fait irruption dans notre spécialité de manière brutale parce que on ne savait pas que ça existait et tout d'un coup, tout le monde disait que les radiologues allaient disparaître. Que la première réaction, ça a été clairement beaucoup de craintes, qui étaient probablement très excessives, on va en parler, suivi d'un enthousiasme probablement excessif lui aussi. Et donc, on va voir un petit peu, effectivement, essayer de mettre les choses au clair sur ce sujet. Loïc, je te passe la parole. Merci Laure. Donc bonjour à tous, donc moi je suis Loïc Boussel, je suis professeur de radiologie aux Hospices civils de Lyon et je travaille en intelligence artificielle dans le cadre d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Creatis. Donc j'ai la chance d'animer cette session avec Laure. Donc nous avons plusieurs invités qui sont en distanciel. Tout d'abord monsieur René Mazard qui va nous donner le point de vue des patients autour de l'intelligence artificielle. Monsieur Mazard, voulez-vous vous présenter ? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je suis donc René Mazard, patient de service réquisitionné, et je suis un malade, comme vous vous en doutez, représentant de France Asso Santé, qui est le partenaire institutionnel dans la santé. Merci beaucoup. On aura également à distance plusieurs internes du réseau Gaillard. Alors Gaillard, c'est un groupe d'internes qui s'est formé pour apprendre ensemble à développer des éléments en intelligence artificielle. Vous en parlerez peut-être un peu plus longtemps après. Et sur ce groupe d'internes, donc Émilien Jupin, Alain Cuisinier et Alexandre Néraud seront présents avec nous cet après-midi. Et puis, pour finir, Thibaut Jacques, qui lui est donc chef de clinique au CHU de Lille, qui va nous présenter un topo sur finalement où on en est de l'IA côté mythe et réalité. Donc Thibaut, si tu veux bien, je vais te laisser d'abord te présenter et puis enchaîner avec ta présentation. Merci beaucoup, merci pour cette introduction, merci aux organisateurs, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez correctement? C'est bon pour le son? Ok, alors je vais partager mon écran, hop, vous me dites ainsi, normalement c'est censé passer, tac, est-ce que vous voyez bien? Parfait. Bon, donc en fait, l'idée de mon topo, ça va être de parler donc, de mythes et réalité en IA, en radiologie. Et donc pour ça, on va essayer de sortir un peu la boule de cristal. Malheureusement, on ne voit pas beaucoup dans le futur, mais on peut essayer de voir un peu dans le passé pour voir comment est-ce qu'on va... Quel avenir nous est réservé? Et pour ça, pour mettre les pieds dans le plat, on va repartir de ce que disait Laure Fournier sur d'où ça vient, toute cette histoire de la radiologie et de l'IA. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, de Geoffrey Hinton, qui est un des pères des réseaux de neurones convolutionnels profonds, qui affirmait en 2016 que les radiologues allaient disparaître puisque l'IA faisait d'ores et déjà mieux qu'eux et qu'il était évident que 5 ans plus tard, nous allions disparaître et qu'il fallait donc d'emblée arrêter de former des radiologues. Bon, ça tombe bien, donc on est 5 ans plus tard, donc on peut faire un peu l'état des lieux, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Donc Hinton s'était ensuite un peu expliqué sur son côté un peu provocateur, mais il n'empêche que je crois que ça fait beaucoup de mal à l'image de la spécialité. En tout cas, Andrew Ng, qui est un deuxième pionnier, on va dire, de l'IA en médecine, lui, plus récemment, alors qu'il avait des propos initialement assez proches, admet qu'on est quand même assez loin de l'application clinique et qu'il y a tout un tas d'entraves qui rendent la réalité beaucoup plus compliquée que la théorie. Je vais reprendre quelques éléments un peu fondamentaux pour que vous compreniez un petit peu ma vision des choses. Et comme le public est assez hétérogène, j'ai quelques notions que je me permets de rappeler.
La première, c'est quelque chose que vous verrez dans à peu près tous les articles qui vont traiter d'IA, c'est ce qu'on va appeler les courbes ROC. Alors les courbes ROC, qu'est-ce que c'est? Ce sont des façons d'évaluer un test diagnostique, que ce soit un algorithme ou tout autre test en médecine, et qui vont représenter en réalité son ratio entre sa sensibilité et sa spécificité en fonction des différents seuils de fonctionnement. L'idée globale étant que plus l'algorithme va avoir une R sous la courbe élevé, donc proche de 1, plus on peut intuitivement dire qu'il va être performant. Voilà, ça, c'est la vision des choses. Donc ça, c'est factuel. Le problème, c'est qu'après, très vite, dans les recherches en IA, on a voulu comparer ça à des humains. Et les humains, le problème, c'est qu'on n'a pas individuellement une courbe ROC, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas le matin en se disant « aujourd'hui, je vais être sensible », aujourd'hui, je vais être spécifique. C'est pas comme ça que ça marche. On a tous des seuils de fonctionnement proches. Et donc, il a fallu réfléchir à comment est-ce qu'on allait faire pour comparer ces humains à ces courbes. Autant vous dire que c'est un peu compliqué. Notamment parce que si vous regardez ici, je vous ai schématisé 10 humains sur une courbe ROC. Chaque point rouge est un humain qui a chacun, c'est un peu extrême parce qu'il y a des gens qui font vraiment 0 et des gens qui font 1, mais vous comprendrez que chaque humain a sa performance interne. Et quand on fait la moyenne des humains, qui est une façon qui a longtemps été utilisée pour approximer la position des humains par rapport à une courbe, la moyenne de ces humains, mathématiquement, elle est systématiquement en dessous de la courbe, parce qu'en fait, ça prend la corde. Donc ça veut dire que, déjà, il y a beaucoup d'articles qui s'arrêtent à ça, le visuel, on met un point qui représente les humains moyens en dessous d'une courbe, et ça a fait 90% des publications, c'était ces métriques-là, et on voit déjà que ce n'est pas suffisant. En plus, les humains, quand on les évalue, souvent on les évalue de façon rétrospective, et ça a été démontré que les performances que vous avez, si on vous fait relire 100 mammographies en rétrospectif, versus si on vous fait lire les mêmes mammographies en prospective dans votre pratique clinique, vos performances intrinsèques seront différentes, ce qu'on appelle le laboratory effect. Donc tout ça, ça montre un point numéro 1 sur lequel j'insiste généralement, c'est que les lecteurs, les humains, sont généralement, dans les études rétrospectives, sous-estimés. Et voire même, vous pouvez aller voir l'article de Google sur le cancer du poumon, où carrément, ils devaient lire des scanners thoraciques sans pouvoir faire de MIP uniquement en coupe axiale. Je dis chapeau à ces humains qui ont fait ça. En parallèle de ça, il y a un élément qui est important, qui est que cette courbe ROC, elle représente en réalité, généralement, vous voyez ma souris ou pas là, je bouge ma souris, je pense que oui, super. Vous voyez ici une courbe ROC qui est une courbe pleine, qui correspond aux performances d'un algorithme, ce qu'on appelle in silico, c'est-à-dire dans des conditions de laboratoire, sur un jeu de données qu'on va appeler de tests internes. Donc, c'est des données de tests qui sont en fait très proches des données qui ont servi à l'entraînement. Et généralement, c'est comme ça qu'on commence à développer un algorithme. On va prendre un jeu de données qu'on va séparer pour entraîner et une autre partie pour tester. Les données de test sont donc généralement très proches de celles qui ont servi à l'entraînement et donc artificiellement font que l'algorithme va surperformer sur ces données-là. Et en pratique, quand on expose ces algorithmes à des données provenant d'un autre jeu de données, généralement au moins une autre machine, puisque parfois c'est juste la machine, la technique qui est influente, si on change juste le constructeur de scanner par exemple, ou si on change l'âge des patients, ou si on change l'épidémiologie locale, en fait on se rend compte que les algorithmes de deep learning en tout cas ont tendance à avoir des performances nettement inférieures quand on les met sur un set extérieur. Ça s'appelle l'overfitting. Et il y a en fait, quand on prend un peu la littérature, il y a un article du BMJ qui a repris un petit peu les principales études qui ont été publiées. Il y a rarement, en fait, aujourd'hui, alors de plus en plus, mais pendant 2-3 ans, il n'y a eu quasiment jamais de validation externe, ce qui signifie que les algos étaient systématiquement mis dans leur meilleur jour, puisqu'on reportait leurs performances sur des performances intrinsèques. Et en plus, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'études prospectives robustes, donc on est sur du rétrospectif, ce qui veut donc dire que d'un côté, on surévalue les algorithmes, de l'autre côté, on sous-évalue les humains, et ça pose donc des problèmes. Vous comprendrez donc pourquoi je prends généralement en exemple cet exemple de l'article de Google sur le cancer du sein qui a fait grand bruit 1er janvier 2020, pour bien commencer l'année, repris dans le Washington Post, le New York Times, avec cette magnifique courbe, où vous pouvez voir à la fois des humains moyens, donc ce qui pose des questions, une AUC correspondant à un algorithme sur un set interne, donc sa meilleure performance, et pour autant, les humains font techniquement, visuellement, si on s'en fie à ça, mieux que l'algorithme, et pourtant, les auteurs concluaient que leur algorithme faisait aussi bien que les humains. Donc ça pose plein de problèmes d'approximation, et en fait, on tolérerait ça dans aucun autre domaine de la médecine, mais dans l'IA, on l'a longtemps toléré, de moins en moins. Il y a des groupes qui se sont réunis pour essayer de un peu standardiser le reporting dans les articles d'IA avec les groupes Spirit AI, Consort AI. Je pense que ça va être de mieux en mieux, de plus en plus, on va dire, reproductible, mais c'est vrai qu'il y a toute une littérature 2016 à 2019, on va dire, où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites un peu tous azimuts, avec beaucoup de précautions à prendre. Il n'empêche que de tout ça sont sortis des produits dont certains sont commercialisés aujourd'hui. Vous savez que si vous souhaitez aujourd'hui vous implémenter un outil d'IA dans votre pratique, il faut idéalement qu'il soit marqué CE, c'est-à-dire qu'il ait au moins un marquage de sécurité technique.
Je vous ai remis le site ici, AI for Radiology, où vous pouvez retrouver tous les algorithmes, enfin, c'est pas systématiquement à jour au jour même, mais à peu près tous les algorithmes qui ont un marquage CE ainsi que la catégorie de marquage. Hein. Vous voyez, c'est assez important parce que ça dépend un petit peu de ce qui a été fourni par les constructeurs. Mais bref, il y a quand même pas mal de choses qui sont marquées aujourd'hui CE en médecine. Attention, ces outils sont marqués CE comme des outils d'aide à la décision médicale. Ce ne sont pas des outils de diagnostic médical pur. Ce n'est pas la même réglementation. Par ailleurs, le fait d'être marqué CE n'est pas un totem de validité clinique. C'est un élément de sécurité avant tout technique et de vérification d'un nombre de prérequis avant commercialisation et marquage, mais ça ne présage pas des performances ultérieures, notamment en vie réelle. Il y a un article dans European Radiology qui est sorti en avril 2021 qui montrait que sur cette centaine d'algorithmes qui sont aujourd'hui marqués CE, il y en a 64% qui n'avaient pas de données peer-reviewed, c'est-à-dire pas de publication, même pas de publication rétrospective disponible pour soutenir ces données, ce qui est énorme. Et encore une fois, c'est des choses qu'on n'accepterait peut-être pas dans d'autres domaines de la médecine. Et il n'y avait que 18% d'après les auteurs qui avaient des données qui permettraient peut-être de justifier un intérêt clinique et encore sur du rétrospectif, donc robustesse, précaution. Je prends souvent cet exemple-là, qui est issu aussi du papier de Google, mais je trouve qu'il est assez intéressant parce qu'un des principaux problèmes qu'on a pour les algorithmes d'aide à la décision, c'est qu'on considère assez peu la taille de l'effet quand il y a des erreurs ou qu'il y a des choses qui sont récupérées. Exemple typique de ce cancer du sein qui avait été vu par les 6 lecteurs radiologues dans le cadre de l'étude de Google, mais pas par leur algorithme, alors qu'a priori, alors je ne suis pas scénologue de profession, mais j'ai quand même fait un stage en scéno, c'est quand même un gros cancer. Donc c'est un peu embêtant de rater ça. À l'inverse, on avait dans le même article cet exemple-là, donc plutôt quelque chose d'assez petit, assez subtil, qui s'avérait être un cancer et qui n'avait pas été vu, en tout cas par aucun des 6 radiologues de façon rétrospective. Et moi, au-delà de ça, ce que j'interroge, et ce qu'il faut vraiment interroger nous en tant que lecteurs et en tant que médecins et puis en tant que patients aussi, c'est au-delà des images, c'est qui ces patientes? Est-ce que ce cancer-là, il allait progresser? Est-ce que ce cancer-là, si on l'avait vu 2 ans plus tard en mammo, est-ce qu'il aurait grossi ou pas? C'est important parce que finalement, aujourd'hui, on n'intègre pas du tout cette notion de pertinence clinique de ce qu'on trouve ou de ce qu'on rate par rapport à la prise en charge des patients. Et ça, je pense que c'est l'étape suivante, mais il faut d'emblée y réfléchir parce que c'est évident que ce cancer-là, s'il était triple négatif, par exemple, eh ben, c'est un peu dommage que l'algorithme le rate. À l'inverse, que si celui-là, c'est une dame de 94 ans et que c'est stable 2 ans plus tard, c'est peut-être pas si pertinent que ça de l'avoir récupéré. Mais ça, aujourd'hui, ça n'a jamais été évalué et je pense que c'est quelque chose qui va venir avec le prospectif qu'on n'a pas aujourd'hui. Et l'autre élément qui fait la transition avec la diapo d'avant, c'est qu'en fait, les erreurs de l'IA et les erreurs de l'humain ne sont fondamentalement pas les mêmes. On a tendance à croire que plus c'est gros, plus l'IA va le voir. Et ici, j'ai un exemple du service où on avait un magnifique fracas du bassin, où l'algorithme a dit qu'il n'y avait absolument rien, en tout cas rien de cassé sur ce bassin. Vous avez le scanner qui va avec, hein, qui vous confirme au cas où vous auriez un doute sur cette lésion sacroiliaque, cette disjonction du bassin. Mais pour l'algo, il n'y a pas de problème là-dessus. En revanche, il avait détecté une petite fracture de fibula qui était peut-être moins pertinente cliniquement. Et ça montre encore une fois que ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, il y a certaines études qui excluent de fait dans leurs évaluations les cas qui sont trop évidents, trop obvious, parce que ce n'est pas très intéressant, etc. Moi, je me méfie de ça, puisqu'en fait, les cas qui sont obvious pour l'humain ne sont pas ceux qui sont obvious pour la machine. Et donc, en faisant une exclusion des cas trop évidents, en fait, il est possible que, sans faire exprès, on désavantage encore l'humain par rapport à la machine. Et autre élément, c'est que vous allez avoir du mal à présager de la reproductibilité des choses que vous allez voir. Ici, un exemple d'une fracture de branche iliopubienne gauche, pas forcément simple. Je l'avais vu dans le cadre d'une vacation aux urgences. Donc pour moi, c'était cassé. Bon, il y avait quelques petits doutes sur une superposition, mais ça me paraissait quand même cassé. L'algorithme, lui aussi, pour lui, c'était plutôt cassé. Donc ça collait plutôt bien. Et une petite incidence complémentaire permettait de voir cette fracture. Donc là, il n'y a pas trop de problème. Donc on pourrait se dire, patient suivant, là aussi, je vois, à mon sens, une fracture de branche iliopubienne, je vois une fracture de branche ischiopubienne. Moi, cliniquement, je n'ai pas de doute. Mais là, pour le coup, l'algorithme me dit, non, il n'y a rien. Ah, bon, c'est étonnant. Et mon collègue qui était avec moi ce jour-là en vacation dit, ah, mais peut-être que c'est l'algo qui a raison, on ne sait pas, donc on va quand même scanner le patient, qui confirme bien sûr la fracture de branche iliopubienne. Et donc ça montre que 2 patients du même âge, pour une même localisation, pour le même type de fracture, un coup ça peut être bon, un coup ça peut ne pas être bon. Et autant vous, humains, avez la capacité à extrapoler, si je vous montre 100 fractures de branche iliopubienne, il est probable que la 101e, vous l'auriez correctement. Un algo peut être très bien performé et contre-performé sur la même localisation pour des raisons qui ne sont pas des raisons logiques. Ça, c'est important à avoir en tête. Et l'humain peut aussi avoir des biais, mais je ne dis pas que l'humain n'a pas de biais, mais voilà, il faut savoir ça.
Et l'autre élément, encore un exemple ici, on avait tous vu cette magnifique fracture du rostre du calcanéum. En revanche, j'avoue que je n'avais pas eu cette petite fracture de base de phalange de 5e orteil. Et donc, ça renforce aussi, à mon sens, l'idée de complémentarité. Mais la complémentarité, ça signifie que du coup, l'humain se base sur un conseil algorithmique pour avancer. Mais il y a un article qui est sorti et qui montre que ce n'est pas si simple. Ils se sont intéressés dans cet article-là à 130 radiologues et 130 urgentistes à qui ils ont fait interpréter des radiographies thoraciques et les ont exposés à un conseil qui pouvait être un conseil humain ou un conseil algorithmique. Et le conseil pouvait être correct ou pouvait être erroné. Okay, donc ils ont regardé un peu l'influence des différents conseils sur la performance de l'humain. Et ce qu'ils montraient en un, c'était déjà assez intéressant, c'était que les radiologues étaient plus enclins à détecter quand un conseil allait être erroné que les urgentistes et internistes. Ça veut dire qu'on a, avec notre expertise d'imagerie, plus de capacité à se dire « c'est bizarre, ce qu'on me raconte là, c'est étrange ». Élément intéressant numéro 1. Élément intéressant numéro 2, peut-être le plus intéressant, c'est que vous soyez radiologue, même si vous avez 90% de performance à la base, ou urgentiste avec 80% de performance à la base, si on vous expose de manière répétée à des conseils erronés, eh bien vous allez perdre en performance. Donc ça, c'est fondamental parce que ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas raisonner sur un cas et il faut vraiment qu'on voit en prospectif si les algos vont avoir comme réellement une performance d'améliorer nos performances ou pas. Et ça, on n'en sait rien. On a une étude en interne qui tend à montrer qu'en fait, 2 algos avec des métriques assez proches peuvent soit améliorer, soit baisser vos performances. Ça, c'est fondamental. D'autant que les performances sur lesquelles vous allez travailler, c'est des performances qu'on vous aura vendues et marketées, mais en réalité, qui sont dépendantes de chaque centre. Et un article ici qui est sorti en 2021 sur un algorithme commercial, j'ai masqué le nom parce que le but de ce topo, c'est pas de faire du pour ou anti machin, mais l'article est disponible. Ils ont pris un algo qui a des performances données, marketées, et ils ont juste appliqué ça en rétrospectif sur 3500 scanners cérébraux chez eux, et se sont rendus compte qu'en faisant ça, en fait, ils avaient intrinsèquement, sans rien toucher, juste des performances qui étaient très différentes de celles qui étaient prévues. Ils avaient une valeur prédictive positive à 82%, et les auteurs disaient, rien qu'en faisant ça, ça pose la question de savoir d'où on part, et est-ce que ces outils sont vraiment généralisables ou pas. Et ça, c'est fondamental. Alors, on a parlé un peu de l'aide à la décision, mais pour la fin du topo, il y a quand même des choses qui marchent et qui sont moins problématiques, notamment tout ce qui va être en rapport avec la segmentation. Alors pour ceux qui font un peu d'IA, la segmentation, beaucoup de formes de segmentation utilisent des réseaux qu'on appelle des UNET, qui sont des réseaux en U, d'où leur nom. Et ça marche globalement assez bien. Et il y a un intérêt à la segmentation, c'est qu'on peut visuellement contrôler l'output, c'est-à-dire ce que va produire l'algorithme, et assez rapidement avoir une idée de la validité ou pas, ce qui n'est pas le cas des algos d'aide à la décision, même s'il y a des façons de faire avec des cartes de chaleur, des heatmaps, etc., c'est moins précis. La segmentation a l'avantage que ça produit quelque chose de segmenté et qu'on peut dire oui, non, et on peut corriger comme ça. Exemple ici, la segmentation de la graisse ou de la segmentation osseuse pour des âges osseux. Alors on peut se dire que c'est sympa et que ça ne sert pas à grand-chose, mais en fait, c'est la base de pas mal d'outils qui se développent, notamment de recalage. Et aujourd'hui, il y a des progrès qui se font dans le recalage d'examen, recaler un scanner par rapport à une IRM ou des choses comme ça, ou 2 scanners entre eux, parce qu'on y inclut une pré-étape de segmentation de l'examen, et cette segmentation permet ensuite de servir de meilleure base pour un recalage plus optimal. Donc c'est important. Deuxième élément que vous allez tous voir apparaître chez vos constructeurs, ça va être des algorithmes de reconstruction et de débruitage. L'idée générale qui est chez tous les constructeurs maintenant, c'est de dire qu'on peut... vous avez un exemple ici d'une séquence non accélérée, ici une séquence accélérée, c'est-à-dire avec des paramètres de séquence qui vont être, on va dire, dégradés. Ici, une séquence où clairement, ils ont économisé 50% du temps, mais l'image est moins belle visuellement. Je ne fais pas beaucoup de pelvis, mais quand même pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que je préfère travailler sur ça que sur ça. Mais en appliquant des algorithmes de débruitage, on arrive à récupérer, ou en tout cas ce qui est marketé, c'est qu'on arrive à récupérer une qualité image équivalente à ce qu'on aurait eu avec une séquence en temps plein qui prend à peu près 2 fois plus de temps dans ce cas présent. Et ça se retrouve sur plein d'autres choses. Sur du genou, il y a des exemples aussi avec des comparaisons entre l'imagerie parallèle avec des facteurs d'accélération qui vont changer. L'idée générale étant de dire qu'on fait des choses tout aussi belles en moins de temps. J'invite quand même à réfléchir sur 2 choses. La première chose, c'est est-ce que ce gain de temps, c'est un vrai gain de temps? Parce que si vous gagnez 30 secondes par séquence, mais que derrière, il y a 45 secondes de reconstruction IA, est-ce que le temps, il est vraiment gagné ou pas? Ça, il faut encore le prouver. Et puis, dans votre workflow, est-ce que ça ne sature pas votre PAX? Est-ce que vous avez accès aux images sources? Et puis, c'est bien d'avoir des belles images, mais il est possible que certains algorithmes de débruitage fassent perdre de l'information. Et donc ça reste à prouver pour chaque algorithme, être sûr que vous ne perdez pas l'information diagnostique pour le patient. Et ce n'est pas l'intuition qui va vous le prouver. Exemple aussi ici pour un article de 2018 où vous avez des gens qui ont travaillé sur des algorithmes pour reproduire des IRM cérébrales
plein contraste avec des injections de 10% de la dose, par exemple. Là aussi, on arrive à des images synthétiques d'IRM cérébral injectées, mais il faudra démontrer si ça s'applique bien aux images sous-tentorielles, à la CEP et au gliome pareil. Ça reste à démontrer. Et 2 dernières diapos. La première, c'est quelque chose qui est largement oublié, c'est la question clinique. On voit de plus en plus que cette question finalement de réalité clinique, elle est souvent oubliée. Pourquoi ? Parce que la culture du monde de la donnée, c'est de dire qu'il faut toujours plus, avec toujours plus de données et toujours plus de fonds et toujours plus de centres, on fera forcément mieux. Ce n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a des questions qui parfois sont cliniquement pas pertinentes et que du coup, l'important, c'est la discussion à la base entre les data scientists et les radiologues, des discussions qui n'existent pas forcément. Et parfois même des tendances à choisir la question en fonction des données disponibles, ce qui pose un problème parce que du coup, ça biaise le raisonnement médical. Et de la même façon, quand il y a un workflow qui existe déjà, par exemple aux urgences, quelle va être la conséquence de cet algorithme-là sur votre workflow et est-ce que vous êtes sûr qu'à la fin, le workflow qui va en résulter sera forcément mieux pour le patient ? Et si on pense que c'est mieux, pourquoi ? Est-ce que c'est une question de temps, une question de sécurité, une question de coût, d'assurance ? Tout ça, ça reste à démontrer en prospectif. Et n'oublions pas que vos algorithmes sont entraînés sur des données et que ces données ont forcément des biais intrinsèques. Ça peut être des biais juste liés à la machine, liés au centre, liés à votre population et que ces biais vont être reproduits par vos algorithmes si vous ne faites pas attention. Et on arrive de plus en plus à des questions éthiques sur des biais sexistes ou des biais racistes dans certains algorithmes. Si ces biais ne sont pas maîtrisés d'emblée, on s'en rend compte a posteriori et c'est un peu dommage. Et dernière chose qui est très importante, je crois, et qui est aujourd'hui sous-étudiée, c'est la question de la cybersécurité. Alors, ça peut paraître complètement out of space, donc vraiment ailleurs, mais il faut savoir que ça existe. Il y a des réseaux de neurones aujourd'hui qu'on appelle des GAN. Les GAN, c'est des Generative Adversarial Networks, c'est des réseaux qui peuvent produire de l'image, c'est-à-dire créer quelque chose à partir de rien. C'est notamment tout ce qui est à la base des deepfakes sur les changements de visage dans les vidéos, etc. Ça marche de mieux en mieux. Et il y a des gens qui se sont dit, mais on pourrait peut-être créer un GAN malicieux qui pourrait interférer avec un scanner thoracique, par exemple. Et donc, ils ont créé, dans un cadre bien clair, bien sûr, mais ils ont créé un réseau de neurones qui était capable d'enlever ou d'ajouter des nodules pulmonaires sur des images avant même que l'image puisse être accessible à l'humain. Et on voit que ça fait des choses comme ça. Ça peut rajouter des nodules pulmonaires ou en enlever. Et vous arrivez, vous, humain, derrière ça, et vous n'avez aucun moyen de savoir si votre image a été affectée ou pas. Et moi, je crois que là, c'est un enjeu majeur parce que ça va arriver, et je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas, des attaques de cybersécurité. Pourquoi pas rajouter un AVC ? Pourquoi pas rajouter ou enlever des cancers ? C'est peut-être fantastique, mais il faut savoir que techniquement, ce n'est pas impossible. Voilà, donc la morale de ça, c'est qu'il y a plein de choses qui marchent et d'autres qui marchent peut-être un peu moins bien aujourd'hui, mais qu'il y a un travail quand même collectif à fournir, que ce soit du côté des radiologues ou du côté des industriels, toujours travailler plus ensemble, travailler mieux avec comme objectif dans la prise en charge des patients, pas travailler dans l'urgence parce qu'on voit que la rétrospectivité a ses limites et il faut faire du prospectif et puis il faut continuer à former nos jeunes parce qu'on voit que meilleurs sont les lecteurs humains, mieux se porte la performance finale de l'ensemble humain plus algo. Merci à tous et merci aux organisateurs. Thibaut, un grand merci pour cette présentation qui est très claire. On va peut-être recueillir les réactions un peu à chaud de nos différents participants. Peut-être en commençant par le plus jeune, Émilien. Donc Émilien Jupin qui est interne à Lyon en 3e semestre. Quatrième. Ah oui, là, tu y es trop vite. Qui donc s'intéresse à l'intelligence artificielle, qui fait partie du groupe Gaillard dont je parlais précédemment. Dis-nous, Émilien, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ? Alors, tout d'abord, merci beaucoup de me donner l'occasion de parler lors de ces JFR de printemps. J'ai trouvé vraiment la présentation de Thibaut Jacques vraiment très, très à propos, super. C'est exactement le ressenti que j'ai personnellement vis-à-vis de l'IA, de la façon dont je l'ai perçu quand j'étais moi-même externe. Parce que la fameuse phrase en 2016 qui comparait aussi avec Bill Coyote, comme quand on ne se rendait pas compte de ce qui allait se passer, j'étais moi-même externe. C'est vrai que ça a fait un grand bruit dans qu'est-ce qui allait se passer, est-ce qu'il fallait encore faire radiologie. J'ai quand même fait radiologie donc quelques années plus tard. Et c'est vrai que en fait, moi, j'ai toujours perçu ça comme quelque chose à la fois d'effrayant et de passionnant. Et là, de ce que je retrouve dans ce diapo, c'est qu'en fait, réellement, on est au tout début de quelque chose de fantastique dans l'intelligence artificielle, mais qui est vraiment, en fait, on en est encore qu'au stade de prémisse. Et c'est vrai que j'entendais Thibaut Jacques parler
tests d'algorithmes, notamment pour les fractures, ce genre de choses. Moi, personnellement, dans ma pratique quotidienne, c'est des logiciels que je n'ai pas du tout, que j'adorerais développer sur le plan de la recherche, notamment via le réseau Gaillard, sur lequel on pourra revenir peut-être plus tard. Mais en tout cas, actuellement, à part quelques consoles des constructeurs qui nous permettent de détecter de façon plus ou moins fiable des nodules pulmonaires ou sur les mammographies, c'est vrai que je n'ai pas du tout été confronté personnellement à des logiciels fonctionnels d'intelligence artificielle. Et ça reste encore beaucoup de l'ordre du fantasme, mais en même temps de beaucoup d'envie de développer soi-même ce genre de choses, d'y être confronté, tout simplement parce que c'est l'avenir de la radiologie, l'avenir de la médecine, et aussi qu'en fait, plutôt que, donc ça c'était plus le début du diaporama là, de Thibaut Jacques, mais j'ai jamais trop compris l'intérêt de mettre en opposition le radiologue humain et la machine, l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, depuis le début de la spécialité de radiologue, en fait, ça a toujours été un humain avec ses compétences, ses connaissances, son savoir-faire, qui se sert de machines. Et je pense, enfin, j'étais pas là à l'époque, mais je pense pas que lors de l'arrivée des premiers scanners, puis des premiers IRM, les radiologues ont eu peur d'être remplacés par le scanner, par l'IRM. Et en fait, enfin, moi, de mon point de vue d'interne, avec l'IA donc de 4e semestre, c'est que on peut imaginer peut-être que dans 20 ans, ça sera la nouvelle machine, le nouveau secteur dans un service de radiologie. Alors bien sûr, c'est différent parce que ça s'applique à chaque technique, mais en fait, c'est vraiment l'idée de, c'est un outil comme un autre et il ne faut pas avoir peur de cet outil parce que pour moi, le but, c'est vraiment d'optimiser notre pratique déjà pour en retirer le maximum de compétences et à terme, donc on y reviendra plus tard, mais aussi de bénéfices pour le patient, en fait, parce que c'est sûr que ça n'a pas de sens cette opposition, parce que le but, c'est pas de se passer de tel ou tel outil, de remplacer telle ou telle personne, mais à terme, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place au mieux, et notamment nous, moi, le principal problème auquel je suis confronté en tant qu'interne, c'est notamment la gestion des urgences, le répondre au téléphone sans arrêt, différents cliniciens qui nous disent oui, mais moi j'aimerais ce scanner avant celui-là parce que tu comprends, j'ai telle ou telle urgence. Et là, justement, on pourrait aussi réfléchir plutôt que de mettre tout ce monde-là en opposition. Et c'était un petit peu l'ouverture à la fin de ce que j'en déduis de Thibaut Jacques. C'est aussi la gestion d'un workflow, notamment avec nos confrères urgentistes et de toutes les autres spécialités. Comment optimiser, prioriser les examens. Et voilà, moi, c'est vraiment aussi ma vision des choses. Donc, je suis très content et merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup, Émilien. Justement, alors c'est intéressant que tu parles du patient parce que moi je voulais poser la question à Monsieur Mazard en fait. Est-ce que les patients ils entendent parler de l'IA en imagerie ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment un problème de radiologue quoi? Je crois que tous les patients ne sont pas des geeks, hein. et tous les bobos non plus ne sont pas des hypocondriaques. C'est que les prémices pour l'instant. Vous savez, c'est effectivement cantonné à la spécialité pour l'instant. On le voit bien à travers les propos qui viennent d'être décrits là. On a toute la critique et toute l'interrogation. On sait qu'on a quelque chose qui arrive, qui va donner des moyens d'analyse performants, mais ça se fait dans une logique pure. Et on voit bien que les premiers éléments de ce travail sont faits que de la machine. Et la machine ne remplacera jamais l'homme. C'est de l'humain, c'est toute la construction du diagnostic, c'est toutes les études que vous avez faites, et c'est tout cet ensemble qui va permettre justement d'affiner un diagnostic. Et si vous n'êtes pas impliqué dans la recherche et dans la mise en place des logiciels, vous ne pourrez jamais inculquer à la machine cette dimension humaine. Ce qui fait que aussi bien, aussi performant qu'il sera peut-être pour un constructeur, pour vous, le logiciel, il sera rien. Donc, ça, c'est un élément fondamental. La clinique, ça reste la clinique, hein. Et moi, je suis catastrophé d'entendre, on l'est tous d'ailleurs, les patients qui sont un peu habitués à ça, on est catastrophé de voir que beaucoup de professionnels font passer la clinique après la machine, hein. Le fait de ne plus être palpé,
ausculter, c'est très frustrant, mais en même temps, ça dit quelque chose. Ça dit qu'on est en train d'abandonner un métier qui était fait d'humain et d'empathie. Donc, tous ces éléments, il va falloir les rechercher. Pour l'instant, je vous dis, ça reste confiné. Hein. Moi, je m'intéresse à ça parce que Jean-Paul, depuis 3 ans, m'a mis le collier au cou. Mais j'avoue que c'est assez irréel pour la plupart des gens. Mais vous savez, encore une fois, les patients, ils font confiance à leurs professionnels. Hein. Ce qu'ils demandent, c'est de l'écoute, de la confiance et de la communication. Eux, la machine, c'est la même chose que quand ils vont chez le garagiste. Le garagiste aussi, il a des logiciels de toutes sortes. Je prends lui, mais il pourrait y en avoir tant d'autres. On se fout éperdument en tant que patient de savoir que c'est le logiciel tel ou pas. Ce qui compte, c'est que le professionnel qui est en face de nous va nous donner un diagnostic, va nous accompagner dans cette annonce et il va nous rassurer, nous donner de l'espoir en disant d'accord, on a des choses, mais vous inquiétez pas, je vais en parler avec les collègues de l'équipe pluridisciplinaire parce qu'à mon avis, vous allez être de plus en plus impliqués au fur et à mesure que ce sera performant. Et là, on aura un vrai travail. Et cette confiance sera renforcée par tous ces éléments. Merci beaucoup. Enfin, je trouve ça très important ce que vous dites, de bien centrer la discussion sur l'objectif du soin. Moi, j'ai envie de réagir un petit peu aussi à ce qu'a dit Thibaut, parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas totalement abordé aussi, qui est le coût, parce que finalement, chacun de ces logiciels d'IA va répondre à 2, 3, peut-être 4 questions, quand on est très ambitieux. Mais finalement, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les services, il va falloir qu'ils investissent dans 20 logiciels, 30 logiciels, pour répondre à une partie de leurs questions cliniques? Et c'est vrai que j'arrive pas très bien à voir comment on va résoudre cet aspect-là. Ça pose aussi le problème du workflow. On n'imagine pas bien travailler avec 10 logiciels différents qui vont s'afficher. Il va falloir transférer les images et tout. Ça va être extrêmement compliqué. Donc on a des industriels qui commencent à proposer des solutions avec des App Store par exemple. On peut choisir quelle application on veut utiliser. Et là, ça pose aussi d'autres problèmes. D'abord, quelle est la meilleure application à choisir? Si vous avez 3 applications qui vous calculent l'emphysème pulmonaire, à laquelle on va se fier, laquelle on va acheter, laquelle on va vouloir utiliser pour les patients. Et ça, c'est vrai que cette diversité, cette complexité, ce grand nombre d'algorithmes qui apparaissent comme ça, pose également des problèmes dans ce domaine. Oui, et puis je pense que du coup, ce qui est vraiment important, c'est comme disait Thibaut d'ailleurs, et comme disait Monsieur Mazard, parce que je trouve que vous convergez vraiment, c'est quel est le service rendu, quoi. Finalement, quel est le service rendu dans la prise en charge du patient, que ce soit le diagnostic ou le bilan de sa maladie, etc. C'est marrant quand même, je trouve qu'on a quand même pas mal évolué par rapport à 2016 parce qu'on est en train de discuter de comment on va intégrer ces outils dans le flux de travail, comment on va les intégrer techniquement et comment on va les intégrer en pratique. Alors qu'il y a quelques années, on avait l'impression de dire que c'était le radiologue qui était en trop dans le flux de travail, quoi, que c'est lui qui allait être éjecté du flux de travail et qu'il n'y aurait plus que la machine. Alors du coup, j'aimerais bien revenir aux internes et en particulier à Alain, à Nancy. Racontez-nous en fait, est-ce qu'au moment de choisir la radiologie, cette crainte, c'était une crainte réelle? Alors, bonjour tout le monde, je ne sais pas si est-ce que tout le monde m'entend. Oui, c'est parfait. Ouais, Emilien l'a dit un peu tout à l'heure, c'est vrai qu'en 2020, quand on est là, qu'on parle à des amis qui sont internes ou même qui sont externes, il y a toujours ah, mais t'es sûr que tu veux faire ça, machin, t'as pas peur de te faire remplacer par une machine. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai jamais vu ça comme ça. Et je pense que si on est là avec Emilien, avec Alexandre, c'est qu'on n'a jamais vu ça comme ça. Moi, je pars du principe que la radio, c'est une spé qui a toujours été très technique, que en vrai, depuis quelques dizaines d'années, ça a beaucoup changé, et que oui, dans quelques dizaines d'années à venir, ça va aussi beaucoup changer. Après, de là, enfin, si la question c'est est-ce qu'on a peur, je trouve que c'est complètement idiot d'avoir peur de quelque chose comme ça. Moi, je trouve que c'est bien d'être justement dans une spé, et c'est ce que je dis un peu aux plus jeunes que nous qui posent des questions. Je trouve que justement, c'est mieux d'être dans une spé qui bouge que dans une spé qui bouge plus et qui stagne et qui changera plus jamais. Après, c'est un peu bateau, mais j'avais une citation que j'avais entendue, qui avait été placardée sur un congrès que j'avais vu l'année dernière. C'était le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer.
Et je trouve que c'est un peu ça. Enfin, on est là avec les jeunes, entre guillemets. Enfin, c'est un peu nous qui travaillerons dans 20, 30, 40, 50 ans, peut-être, je sais pas. Et donc, je pense que c'est quand même bien un peu de prendre la question à bras le corps. Je trouve qu'il y a un peu un côté. Enfin, on essaye de plus en plus, on a des réunions comme ça, on en parle de plus en plus dans les cours, dans les congrès, mais je trouve qu'il y a encore un peu trop une position qui est de se dire, bah, en fait, on se met sur le bas-côté de la route, on attend de voir comment ça va se passer. Et après, on dira, bah, soit c'était super, soit c'était moyen, soit bah, en fait, c'était la cata. Mais je trouve que c'est dommage. Faut essayer d'être un peu actif. Et bah, dans le Gaillard, c'est le premier A de l'acronyme, je crois, le mot actif, parce que je trouve que c'est vraiment ça. Faut pas juste laisser passer le train, faut essayer un petit peu d'en prendre le contrôle. Faut pas non plus se mettre sur les rails du train. Enfin, c'est un peu la contre-posture qui est un peu dangereuse aussi. Je trouve que c'est de vouloir empêcher ça. Faut pas l'empêcher, faut essayer d'y participer. En fait, faut essayer d'être un peu présent, d'exister. Donc moi, quand j'ai commencé l'internat, je crois que si je dis pas de bêtises, ça faisait 2 ans qu'on avait commencé à mettre des petits cours en e-learning, enfin un petit module d'IA qui était animé par Laure justement et qui l'est toujours. Bon, c'était des petits modules de 20 minutes et tout qui étaient vraiment pas mal, mais après, enfin moi et comme les autres là qui sont là, bah, en fait, on avait voulu en avoir un peu plus. Donc à ce moment-là, bah, on se rend compte qu'on est vite confronté quand même à un plafond de verre, en fait, si je peux dire ça comme ça, où en fait, bah, quand on est radiologue, les infos qu'on a quand on est radiologue, il y a vraiment cet effet boîte noire où on dit, bah, en gros, on va récupérer de la donnée, on va la mettre dans la boîte noire et à la fin, ça va nous sortir un diagnostic. Et donc, bah, enfin, ça peut suffire. Moi, j'avoue que ça m'avait pas trop suffi comme topo, comme explication. Et je m'étais dit, bah, en fait, il va peut-être m'en falloir un peu plus si justement bah, je veux être actif là-dedans et pas juste être spectateur. Enfin, il y a un peu le côté, je voulais aller plus loin et après on s'est un peu dit, j'ai envoyé des mails en fait à Loïc, à Tam, à Alexandre, après il y a eu Emilien un peu plus tard. Et en fait, on était un peu tous dans la même situation. Alexandre était un peu plus avancé que nous. Il avait déjà quand même pas mal de bagages en codage et tout. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, on travaillait tout seul aux 4 coins de la France et que, bah, en fait, c'est dommage parce on est vite abandonné. Enfin, on est vite un peu laissé dans nos galères quand on galère. Et donc, on s'était dit bah, que ça serait bien quand même de pouvoir structurer un peu tout ça, de se réunir, de se soutenir quand on a des questions, quand on a des problèmes, quand on a des doutes, quand on a des projets, en fait, à terme, pourquoi pas aussi. Et donc, ouais, on a essayé d'aller un peu plus loin, de construire un truc un petit peu officiel, un petit peu cadré. On a eu la chance d'avoir l'aide un peu de l'assaut des internes, de l'UNIR quand même, qui nous a pas mal, qui nous a un peu mis le pied à l'étrier. On a eu l'aide de Loïc, franchement, qui encore maintenant nous donne tous ses cours, nous fait, enfin, qui est un peu notre guide à tous. Et ouais, on a réussi à avoir un truc qui est quand même un peu cadré. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. On est quand même à peu près content du résultat maintenant. Ça fait pas si longtemps. Ça fait quelques mois qu'on a commencé à balbutier un peu tous ensemble et tout. Et je crois qu'on a quand même un résultat qui est pas trop mal. On avance, on fait des cours hebdomadaires. Là, à l'arrivée à la moitié du mois de juin, on aura un premier séminaire un petit peu pour ceux qui sont intéressés. Après, je dévoile pas tout le programme ici, mais en gros, qui devrait nous conduire à coder notre premier réseau de neurones from scratch. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aux internes, c'est ouvert aux radiologues qui sont plus internes, c'est ouvert à tous ceux qui sont prêts à le faire. Le but, c'était vraiment pas de faire un truc contraignant avec trop de limites ou avec trop de contraintes. C'est vraiment un truc pour passionner, entre guillemets, qu'on rejoint si on a envie de le rejoindre et qu'on quitte si on a envie de le quitter. Je pense que ce qu'il faut, moi et les jeunes internes, on est tous un peu intéressés par l'IA, mais il faut pas se mentir, on sera jamais des data scientists émérites, on va jamais aller concurrencer les agents de Google qui font ça depuis toute leur vie et qui font que ça exclusivement. Nous, on a quand même un travail à côté, on est radiologue à la base, il faut pas l'oublier. Mais je pense que le but, c'est juste d'avoir suffisamment de technique en fait, pour pouvoir s'asseoir à leur table et participer à la conversation, si je peux dire ça comme ça, être un peu regardé, pas juste être en fait celui qui va recevoir le service à la fin, mais être celui qui peut quand même répondre, qui peut regarder un petit peu ce qui se passe dans la boîte noire justement et qui peut participer à la création. Être vraiment en fait une roue dans l'engrenage et pas juste recevoir à la fin ce qu'on nous donne les mains tendues. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est vrai que c'est extrêmement sympathique de voir des jeunes aussi motivés que vous dans ce domaine-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'une part, vous êtes actif pour prendre en main les outils, mais en même temps, je suis quand même super contente de dire que vous disiez on est d'abord médecin, on est d'abord radiologue.
Je pense que l'étape suivante, alors même si on se rend compte que c'est peut-être un peu tôt puisqu'on n'en utilise pas tant que ça en routine clinique, ces outils, mais l'étape suivante, ça va être de communiquer avec le patient parce que finalement, et donc je me retourne vers René Mazard à nouveau, est-ce que, donc j'ai compris que vous, ce qui vous intéresse, c'est la relation patient-médecin, mais est-ce que vous avez envie de savoir qu'on a utilisé un outil d'IA? Est-ce que vous avez envie qu'on vous dise, voilà, mon logiciel, enfin j'ai un logiciel, il m'a aidé et j'ai pris telle décision? Oui et non. En fait, c'est pas important, encore une fois, pour nous, ça. On vient de le voir de l'entendre à propos de ce que nous a dit l'étudiant, là. Il s'implique, hein. Mais il faut bien comprendre qu'il vous faut complètement accompagner les informaticiens là-dedans, sinon ça va être n'importe quoi. Et on l'a dit aussi auparavant, ça va être une multiplication de logiciels qui vont servir à rien, qui vont compliquer les choses pour rien du tout. C'est le vrai travail, c'est celui de la conception qui est fait par l'ensemble, hein. Et quand les radiologues, comme ces jeunes-là, s'impliquent dans la programmation, là, on va sortir quelque chose de pertinent. Et là, on pourra dire au patient, c'est grâce à ça. Mais le patient, encore une fois, c'est pas son gros problème, lui. Il sera content parce qu'on est très fiers, hein, quand même, il faut bien le dire, très fiers de savoir que les radiologues avec lesquels on est en contact sont performants, qui font ça. Mais dans le même temps, il faut que vous maîtrisiez ça, il faut que vous gardiez la même mise sur la technique et sur la médecine, hein. Nous, on demande d'avoir des professionnels de santé, pas des machines. Et si ça doit être une machine, ben on fera avec la machine, mais ça ne remplacera jamais l'homme. Donc ça, c'est primordial pour nous, hein. Il faut bien qu'on continue à avoir cette évolution. Nous entraînons finalement à l'empathie, hein. Ce qui est au final, et on ne peut pas dire que pour l'instant, le contact qu'on ait avec les radiologues soit performant, puisqu'on les voit très rarement. Mais justement, avec tout ce qu'ils vont nous apporter, enfin, moi je suis très optimiste de ce côté-là, hein. Bon, ça va être peut-être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, mais je suis sûr que ça va venir. Mais ce qui va compter encore plus dans l'avenir, c'est que toute l'analyse et ce diagnostic de la machine sur lequel vous aurez mis votre empreinte humaine, c'est-à-dire le vrai travail de médecin, le diagnostic qui est fait de clinique et de l'ensemble des informations que vous pouvez recueillir et analyser, vous allez nous le communiquer. Donc, il va falloir faire de la formation là-dessus, il va falloir mettre toute votre empathie pour aller expliquer très certainement au sein de l'équipe pluridisciplinaire, parce que moi, je vous vois en pilier central, hein, quand il s'agira en particulier du suivi, d'aller expliquer que, bon, au départ, Monsieur Mazard, vous avez convoqué devant un scanner pour ça, mais il semblerait que, vous voyez un peu, vous risquez de trouver des choses et vous trouverez des choses comme ça, et donc il va falloir pouvoir l'annoncer. L'annonce, ça ne se fait pas par écrit, ça ne se fait pas en envoyant un mail, ça se fait en étant vis-à-vis d'un patient, lequel peut regarder et vous pouvez traduire les émotions que vous avez envers lui et réciproquement. Et finalement, on arrive après à avoir un diagnostic partagé et la confiance s'établit complètement. Et après, le patient, la machine, il s'en fout. Ça sera cette confiance et le professionnel entier, lui, il est bon. Voilà, ça se résume à ça. Merci beaucoup. Du coup, je pense encore une fois, hein, que c'est cet élément humain qui est important, même si on est en train de parler de choses très techniques comme des algorithmes. Alors je tiens à dire que sous l'impulsion de son président actuel, dans la formation des internes, chaque fois qu'une heure supplémentaire a été dédiée à l'intelligence artificielle, une heure supplémentaire a été dédiée à la relation avec le patient. Donc c'est dire que, voilà, que cette relation, elle doit bien être au centre de notre métier. Thibaut, je voulais juste rebondir éventuellement un petit peu sur cet aspect-là, parce qu'on n'a pas peut-être prononcé le mot de garantie humaine, mais c'est un élément qui est important. Et qu'est-ce qui se passerait éventuellement, ou comment on peut gérer vis-à-vis du patient le fait qu'il y ait une discordance entre ce que dit un outil d'IA et ce que dit le radiologue, par exemple? Ouais, je crois que c'est une question qui est majeure.
Déjà, en fait, il faut vraiment toujours rappeler que ce que produit un outil d'IA n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas un outil de diagnostic, c'est un outil d'aide à la décision. C'est un outil de post-traitement finalement. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas lui conférer une valeur diagnostique. Et à ce sujet, les Anglais ont été assez clairs là-dessus. C'est qu'un vendeur d'un outil d'IA qui serait implicitement en train de supposer qu'elle a une valeur diagnostique, eh bien, engage son outil sur une réglementation qui n'est pas du tout celle pour laquelle il a été marketé. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est que ce ne sont pas des outils diagnostiques. Donc, ça veut dire que moi, ça me pose problème quand l'outil injecte d'emblée une image annotée dans mon PACS, puisque ça veut dire que si je suis dans un flux d'urgence, par exemple, je n'ai peut-être pas le temps de corriger cette chose et que ça peut influencer et donner à cette image annotée une valeur diagnostique, alors qu'elle n'a qu'une valeur d'aide à la décision pour l'humain radiologue que je suis. Et donc, de ce fait, il y a un risque de discordance, puisque le patient pourrait très bien dire, je ne comprends pas, moi, dans mon dossier médical, dans ce qui a été soumis sur le PACS, il y a un truc où il y a une boîte où c'est marqué fracture, vous vous dites qu'il n'y a pas de fracture, comment est-ce qu'on gère? C'est pour ça que la garantie humaine, elle est fondamentale, et à mon sens, c'est le radiologue, ou en tout cas la personne qui prend la responsabilité de l'interprétation finale, qui doit s'assurer que ce qu'il y a dans le dossier du patient est correct, et de la même façon qu'on ne laisserait pas une reconstruction d'une coronaire qui serait mal réalisée dans le dossier du patient. On ne va pas laisser une mammographie annotée avec une boîte avec marqué cancer, si le diagnostic final, c'est il n'y a rien. Ça, c'est pas logique, en fait. Donc, pour moi, c'est exactement comme un post-traitement et on doit militer. Et moi, je milite pour ça, pour que ce qui figure dans le dossier du patient, à savoir dans son dossier PACS, principalement pour les hospitaliers en ce qui nous concerne, ça soit validé par le radiologue, parce que sinon, on a des choses qui y arrivent et qui ne sont pas diagnostiques, qui sont des aides à la décision. Et ça, c'est important, notamment pour les cliniciens, en fait, aussi, avec qui on travaille. Et le clinicien en face n'a pas forcément cette notion-là et peut être amené à prendre des décisions de prise en charge du patient basées sur des choses qui ne sont pas des outils diagnostiques. Merci beaucoup Thibaut. Évidemment, on est tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Alors, on arrive en fait déjà à la fin de notre table ronde, donc on va conclure. D'abord, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que, comme disait, je ne sais plus si c'est Alain ou Émilien, on est quand même au début du développement, alors qu'on a l'impression que tout est prêt. Finalement, tout n'est pas prêt. Je pense qu'on peut aussi dire, et ce que plusieurs personnes ont dit, c'est que finalement l'IA c'est un outil, ok, mais est-ce que c'est tellement différent des autres outils, hein? On a bien des algorithmes qui ne sont pas de l'IA, qui reconstruisent nos images en IRM, et on a réussi à les intégrer tout à fait dans notre métier sans aucun souci, mais il a fallu les apprivoiser, il a fallu apprendre à les utiliser, il a fallu apprendre à connaître leurs artefacts, et que finalement, est-ce que une erreur de diagnostic d'un logiciel d'IA, c'est pas juste un artefact comme un autre, qu'on apprendra à maîtriser. Et puis pour conclure quand même sur un aspect positif, Thibaut nous a aussi montré qu'il y avait de la réalité. La réalité, c'est qu'on a des outils de segmentation qui sont quand même très efficaces et qui nous aident au quotidien, qu'on a des outils de reconstruction d'images qui sont très efficaces et certes qui ont encore besoin d'être testés, mais qui vont nous aider au quotidien à diminuer les doses d'irradiation de rayons X, à diminuer les doses d'agents de contraste. Et donc finalement, Loïc, si tu es d'accord, moi je suis quand même assez optimiste sur l'intelligence artificielle en radiologie. Complètement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette table ronde et je vous invite à suivre la prochaine dans un quart d'heure. Merci à tous. Merci à